Tornade, incendie, trahison, adultère, crash d'avion, trahison, j'ai déjà dit trahison, plein de trahisons. Le drama façon Desperate Housewives, il est outrancier, mais c'est ça qui est bon. La série culte des années 2000 a été créée par Mark Cherry, un scénariste quadra sur le déclin, qui s'est inspiré de sa propre mère, et oui. À la fin des années 90, avec le succès de Sex and the City, Mark Cherry se dit j'écrirais bien une série dans le même genre avec 4 copines du même milieu social qui vivent des aventures rocambolesques. Bon, ça reste une idée, on en a plein des idées nous aussi, Netflix, venez nous voir, hein. on est full. En 2002, il regarde les infos avec sa mère, ou je sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Et là, à la télé, il voit le procès d'une femme, d'une mère qui a tué ses 5 enfants en les noyant dans une baignoire. Et là, il dit à sa mère, comment on peut être aussi désespéré au point de tuer ses 5 enfants? Et sa mère lui répond hyper naturellement, mais enfin, Marc Counet, je romance, hein, je sais pas si c'était Marc Counet, mais enfin, Marc Counet, mais moi, quand j'étais mère au foyer, que je t'ai élevée avec tes 2 sœurs, je peux te dire que j'y ai pensé, et pas qu'une fois, te mettre la tête sous l'eau et à jamais la relever. Hein. Alors Marc Cherry se dit, mais c'est incroyable! Maman, toi qui étais une épouse et une mère parfaite, mais de telles pensées qui te traversent l'esprit, c'est inadmissible! Puis il se rend compte, méga surprise, allô Marc, que quand t'es au foyer toute la journée, avec des gamins qui hurlent, que tu changes les couches d'une main et que tu fais de la purée de l'autre, eh ben oui, peut-être que parfois tu pètes des câbles, hein, c'est peut-être possible, merci. Et alors là, lui vient l'idée de Desperate Housewives, ces femmes au foyer désespérées. Marc se dit qu'il tient une bonne idée, sauf que toutes les chaînes à qui il la propose refusent. HBO d'ailleurs est une des premières, hein, je crois, à avoir été approchée, et HBO dit non, je ne crois pas, non. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, Marc a un agent. Marc a un agent qui est accusé de détournement de fonds. Alors il est bien obligé de changer et il a un nouvel agent qui lui dit « Mon petit coco, je crois que là tu trouveras pas. » On dirait un peu Johnny Hallyday, non, l'agent, c'est un peu bizarre. « Mon petit coco, là je crois que tu te trompes, hein, tu te fourvoies, je crois qu'il faut que tu le vendes autrement, ton petit pitch. Hein. Mon petit chat, tu vas dire que c'est un soap. Les chaînes, elles aiment bien les soaps. » Et là, super bonne idée, quoi. Le mec, il va voir les chaînes et il leur dit en fait, c'est un soap. Et là, tout le monde fait, mais bien sûr, tiens, on te fait des chèques. Et c'est ABC, l'énorme network ABC, qui décide de diffuser Desperate Housewives à la rentrée 2004, la même rentrée que Lost. Une des séries les plus cultes des séries télévisées, la même rentrée que Lost, et ça devient un succès planétaire qui dure 8 saisons, 180 épisodes jusqu'en 2012. Le premier petit fun fact, c'est quoi? C'est que Mark Cherry, le showrunner lui-même, apparaît dans le dernier épisode en déménageur de Suzanne, je crois. De quoi ça parle, Desperate Housewives? Bien sûr, ça parle de 4 femmes au foyer, désespérées plus ou moins, hein, qui vivent dans une banlieue chic typiquement classe moyenne américaine. Alors elles sont 4, hein. Il y a Gabrielle Solis, il y a Brie Van de Camp, il y a Lynette Scavo et il y a Susan Meyer. Le pilote diffusé donc en 2004 sur ABC, il est assez culotté, surtout pour un prime time, surtout pour un network comme ABC qui est quand même assez familial, puisque dans le pilote, on voit une amie, donc Mary-Elise Young, une amie de ces 4 femmes, faire sa lessive, faire son ménage et se tirer une petite balle dans la tête. C'est pas très malin, astuce, ne nettoyez pas avant parce que Mary-Elise t'a tout cradé, c'est franchement pas cool. Le mystère du suicide, donc de la mort de Mary-Elise, c'est l'intrigue de la saison 1 et la narratrice, Mary-Elise, commente les aventures, la vie quotidienne de ses potes à Wisteria Lane. Fun fact numéro 2, cette voix off a été inspirée à Mark Cherry par le film Sunset Boulevard de Billy Wilder. Yes, we've all made mistakes that diminish us and those we love. D'ailleurs, cette voix off, on la retrouve aujourd'hui encore dans Grey's Anatomy, qui sera diffusée toujours sur ABC l'année suivante, donc en 2005, avec Meredith Grey, hein, qui parfois nous saoule avec ses leçons de morale au début ou à la fin, qui font un peu la boucle est bouclée. Et Desperate, c'est un peu le même genre. Au début, Mary-Elise, elle dit quelque chose, puis à la fin, on se rend compte que et à la fin, la morale, c'est ceci, la leçon, c'est cela. Cette voix off, elle donne aussi un petit côté documentaire animalier à Desperate, puisqu'on a quelqu'un qui nous décortique, qui nous commente la vie des voisines, donc on a l'impression d'être sur BBC Earth là, avec David Attenborough qui nous ferait un petit commentaire sur les mœurs, sur les parades amoureuses dans Wisteria Lane. If he's not her type, she'll eat him. Et d'ailleurs, en parlant de la voix de la narratrice, fun fact numéro 3, hop là,
il n'y a que 2 épisodes qui ne sont pas racontés par Marie-Alice. Il y a l'épisode 16 de la saison 3, qui lui est narré par Rex Van de Camp. Et il y a l'épisode 19 de la saison 5, qui est raconté par Eddie Britt. Et vous saurez pourquoi à la fin de ce Pourquoi c'est culte. Pourquoi c'est culte Desperate Housewives? Alors, quand on parle d'un soap, on parle d'un genre américain qui a été vu, revu, corrigé. On sait comment ça marche. Parfois ça nous saoule, sauf que la force de cette nouvelle série, à l'époque nouvelle, c'est qu'elle dépoussière le genre. Elle se sert d'une part des stéréotypes et des codes que tout le monde a intégrés, donc on prend quelque chose que tout le monde connaît bien pour les twister un petit peu comme quand on twiste une blanquette de veau dans Top Chef, vous voyez le genre. Donc on part d'une banlieue proprette, américaine, typique, classe moyenne, avec les petites palissades blanches, avec des personnages stéréotypés, avec des femmes au foyer, donc il y a du pognon quand même, quelque part. Tout le monde est blanc, quasiment, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc on part des codes, donc tout le monde arrive dans cet univers Desperate Housewives. D'ailleurs, fun fact numéro 4, le décor western a été inspiré à Marc Cherry par le film de Burton, Édouard de Main d'Argent. Vous voyez les petites palissades, les petits jardins bien mignons et tout. Donc bref, la force c'est qu'on parle d'un truc que tout le monde connaît pour pouvoir encore mieux le twister et le salir un petit peu, quoi. Donc la force de cette série, c'est qu'avec le commentaire de Marie-Alice Young, on a un soap classique avec des rebondissements en veux-tu en voilà, genre ultra rocambolesque, mais on a quelqu'un qui commente au-dessus, donc ça fait une espèce de méta-soap, voire de post-soap, puisqu'on a un soap qui s'auto-commente finalement. Et ça, c'est vraiment super moderne. Il y a eu un paquet de bouquins, d'essais qui ont été écrits sur cette série, comme sur Lost, comme sur Buffy par exemple. C'est vraiment une série qui a révolutionné la façon dont on pouvait voir le soap et surtout faire un soap. Donc non seulement c'est une espèce de post-soap avec un commentaire méta, mais en plus c'est une série qui mélange les genres. Puisqu'on a des trucs un peu soap à l'eau de rose, donc histoire d'amour et machin, et trahison et adultère, mais on a du thriller, hein, du vrai polar, on a vraiment des trucs super dark parce que ça parle énormément de mort. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire tuer, qu'on veut tuer, qui sont renversés, c'est super sombre. Ce qui a vachement plu avec cette série aussi, c'est qu'on peut s'identifier à ces personnages, puisque Sex and the City, avant on pouvait dire oh, « moi je suis trop une Miranda », là on peut dire « je suis trop une Gabrielle », mais avec une petite pointe de Lynette, hein, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui était vraiment cool, c'était un peu, à l'époque s'il y avait eu BuzzFeed, on aurait eu aussi des super quiz, genre êtes-vous plutôt Gabrielle, plutôt Lynette Scavo et tout. D'ailleurs je suis sûre qu'il y a eu des quiz comme ça qui ont été faits, c'est sûr. Je n'invente rien, merde. À la même manière que Sex and the City, Desperate, c'est à la fois traditionnel, hein, c'est assez archaïque parfois, mais aussi progressiste. Je m'explique. Dans Sex and the City et dans Desperate Housewives, elles sont toutes hétéros. Elles sont belles, elles font moins que leur âge, elles sont minces. Dans SATC, elles sont toutes blanches. Dans Desperate, il n'y a qu'une femme qui est pas blanche, c'est Gabrielle Solis, mais elle est quand même pas très foncée, Gabrielle. Mais franchement, kudos à Marc Cherry pour avoir mis une meuf non blanche là-dedans, ça c'est vraiment cool. Et ce qu'il a fait qui est encore plus cool, c'est que lui était donc un showrunner quadra sur le déclin, et ben il a pris, à part encore une fois Eva Longoria, il a pris que des actrices de 40 ans et plus, sur le déclin elle aussi. C'est pas des nanas qu'on avait vues partout qui cartonnaient de ouf. Terry Hatcher, il y avait eu Superman, donc c'était pas non plus, enfin elle a fait ça et pas grand chose après. Marcia Cross, elle avait fait Melrose Place, cette salope de Kimberly. I can make your life a living hell. Mais bon, voilà, c'était pas des carrières qui étaient en train de péter, quoi. Je trouve ça vraiment chouette, en fait, d'avoir pris des actrices âgées, puisqu'on n'en voit pas souvent à la télé, et d'avoir fait d'elles les héroïnes d'une série pareille. C'est pas étonnant qu'il y ait un petit côté tradi, archaïque dans Desperate Housewives, puisque Marc Cherry était un vrai bon républicain, avec un vrai bon attachement aux valeurs de la famille, par exemple. Donc il y a une idée, et cette idée archaïque, hein, quand même, dans Desperate, qu'une femme peut pas être heureuse sans mari et qu'elle doit forcément avoir des enfants. Mais là où c'est chouette, c'est que ça nous montre que la maternité, ça peut faire péter un énorme câble. Comme Lynette qui est perpétuellement débordée avec ses 5 enfants à la fin de la série. Parler d'une série anti-avortement, on en parlera juste après. Et puis aussi Brie qui a des problèmes avec son fils, qui va finir quand même par l'abandonner. Les héroïnes de Desperate ont quand même un mode de vie ultra conformiste, avec des idées assez conservatrices. Par exemple, on ne parle jamais d'avortement dans la série. On préfère prôner l'abstinence que la contraception. We haven't had sex yet. We're waiting until we get married.
Oh my god, you're serious? Et les femmes prennent toujours, systématiquement le nom de leur mari. Bon. Mais c'est quand même pas mal pour Marc Cherry de s'être permis de briser ce tabou de ces banlieues proprettes, de ces endroits qui ont l'air irréprochables, tirés à quatre épingles, très American Way of Life, très l'idéal, la perfection, etc. Surtout, il s'attaque à une figure iconique qui est celle de la femme au foyer, la mère au foyer américaine, tirée à quatre épingles, sacrificielle, qui fait tout pour tout le monde, pour son mari, pour ses enfants. C'est quand même assez culotté de faire ça. Là où Desperate et Marc Cherry sont novateurs, c'est qu'ils montrent donc ce côté obscur des banlieues proprettes américaines sous le vernis domestique irréprochable. La série aurait pu s'appeler Muffin et couteau dans le dos ou Sexe, mensonge et tarte aux cerises. Donc on n'est pas en train de démonter la société américaine avec une espèce d'énorme marteau comme ça, hein, on tape dans le mur. On est en train de donner des petits coups de boutoir pour dire il y a peut-être un petit problème là, on n'est plus dans les années 50. Donc la série, elle est rassurante, pas trop subversive, parce que sinon ABC l'aurait jamais programmée. Mais quand même, on n'est pas sur quelque chose de super consensuel. Et puis enfin, la raison du culte de Desperate Housewives, c'est parce que, au fond, on est tous et toutes méga voyeuristes. On aime bien aller regarder ce qui se passe chez le voisin, la voisine, savoir qui couche avec qui trompe qui a trahi qui, machin, il a fait tomber ce truc-là, mais il ne le dira pas, qui a renversé le chat, qui n'a pas arrosé les plantes. Bon, ça, c'était pas très drôle, c'est dans mon immeuble, ça, c'est pas intéressant. Mais dans Desperate, c'est quand même des rebondissements de dingue, c'est méga outrancier, c'est des cliffhangers de tarés. Et ce côté, comme un documentaire animalier et méga voyeuriste, c'est ça qu'on aime bien, quoi. C'est le côté plaisir coupable, aussi parce qu'on voulait quand même savoir la suite. Il s'est passé quoi? Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Beaucoup de personnages dans cette série. Alors, on va s'intéresser aux 4 héroïnes principales qui sont très hautes en couleur, qui sont expertes S-répliques cinglantes. You're a pig. Thank you. Et qui ne se laissent écraser par personne. Attention, spoilers, mais alors plein de spoilers. On commence avec Suzanne Delfino, puis Mayer, je crois que c'est dans ce sens-là, qui est jouée par Terry Lois Lane Hatcher. Les aventures de Superman, Loïc Lane. Loïc Lane, hein, vous avez entendu ou pas? La meuf revient de Bretagne, Loïc Lane, super, on va la refaire. On commence avec Suzanne Mayer. Donc elle est maman d'une ado, elle est mère divorcée, donc elle élève seule sa fille, et elle a une petite relation copine, maman-copine, donc c'est un peu bizarre parce que niveau autorité, c'est pas trop ça. Et Suzanne, c'est la nunuche, la gaffeuse, l'éternelle romantique qui rêve d'être avec le plombier Mike Delfino. D'ailleurs, ils vont finir par se mettre ensemble, puis divorcer, puis se remarier et avoir un autre enfant qui s'appelle MJ. Je ne sais pas si vous voulez savoir ce qui arrive à Mike, vous le saurez en tout cas à la fin de cet épisode de Pourquoi c'est culte. Je détestais Suzanne parce que la meuf, la Pierre Richard au féminin, au bout d'un moment, c'est un peu gavant. Et je trouvais que même ses arcs narratifs, ses intrigues, sa personnalité, ça manquait vachement de profondeur. Donc elle me saoulait avec son côté nunuche et bébête, mais c'était grâce à elle qu'on avait énormément de gags visuels, notamment où elle se retrouve à poil dans la rue avec un buisson comme ça, donc c'était un peu fun, mais c'était un peu too much. Deuxième personnage principal de Desperate Housewives, deuxième femme au foyer désespérée, Gabrielle Solis, puis Lang, puis Solis, puisque donc elle est mariée avec Carlos, puis elle divorce, elle se met avec Victor Lang, et quand il meurt, elle se remarie avec Carlos. Ok, la meuf ne veut pas être seule, hein, clairement. Gabi, c'est une ancienne top modèle, elle a arrêté de bosser, et son mari étant toujours au boulot, elle est hyper négligée, et donc elle se réfugie, elle se console. Alors nous, on a de la Häagen-Dazs, elle a des robes de couturier et un jardinier de 17 ans. Creepy. Gabi, elle a un côté ultra superficiel, mais elle est hyper attachante au fond. Puis en plus, on apprend qu'elle a une enfance vraiment douloureuse puisqu'elle a été violée à plusieurs reprises par son beau-père. Et sa mère était au courant parce qu'elle lui a dit, mais elle ne la croyait pas. Et Gabrielle, elle a un arc narratif qui tourne autour de la maternité, alors que depuis le début, elle ne veut pas d'enfant. Congratulations, you're pregnant. Donc on est encore une fois dans la série essentialiste des femmes qui finissent toujours avec des gamins. Alors vous êtes prêtes et prêts, hein. Gabrielle, son mec, Carlos, remplace sa pilule par des placebos. Donc elle tombe enceinte. Mais elle fait une fausse couche.
Là, elle se dit, en fait, je veux un bébé. Ils adoptent une petite fille qui s'appelle Lily. Cette petite fille, on la leur enlève quand la mère biologique de Lily change d'avis. Ce n'est pas un pull que tu as acheté à Gap, c'est un enfant, meuf. Ensuite, ils prennent une mère porteuse qui tombe enceinte. Mais l'enfant est noir. Donc clairement, c'est pas le leur. Et puis, elle finit, Gabi, par tomber enceinte de 2 petites filles, Juanita et Celia. Sauf que Juanita, on apprend, a été échangée à la naissance. Tin, tin, tin. Attention, attention, le personnage flippant, le personnage psycho, Brie Van de Camp, celle que vous ne voulez pas voir vous offrir des muffins quand vous arrivez dans une nouvelle propriété, car elle est vraiment Brie Van de Camp, Hodge, Van de Camp, Weston, diplômée en psychologie et diplômée en psychopathie aussi, hein, et en psychorigidité. Putain, elle me fait tellement peur, Brie. Je revoyais des extraits et tout, j'étais là. Donc elle, c'est l'archétype typique de la mère au foyer qui donne tout. Dévouée, sacrificielle, maniaque de la propreté, donc complètement psychorigide. Excellente cuisinière, et elle a les intrigues les plus what the fuck. Tout est à base d'accidents de voiture, de meurtres, de maris psycho, enfin... Waouh, pas de bol, quoi. Je sais pas ce qu'elle était dans une vie précédente, mais là, c'est pas cool, quoi. Vraiment, leave Brie alone. Elle me rappelle, dans ses accès de taré, son personnage dans Melrose Place, hein, parce que là, on est vraiment à un degré de psychopathie qui est assez sympa. Et puis, en plus, c'est une folle de la gâchette. Parce que Brie, elle fait partie de la NRA, hein, donc l'association américaine des gens qui pensent qu'il n'y a aucun problème avec les armes à feu aux États-Unis. Oui, comment dire, c'est faux. Brie, sous le vernis de la femme parfaite, toujours tirée à 4 épingles, vraiment avec ses petites perles, ses petits muffins, ses tartes magnifiques. En fait, elle est alcoolique. Et son mariage, dans la saison 1, c'est une catastrophe. Donc tout n'est pas parfait, mais comment dire, comment on dit, elle fait face, elle... Ouais, voilà, merci, putain, elle donne le change, elle fait bonne figure, très bien. Elle donne le change, elle fait bonne figure, il faut absolument qu'elle tienne ce rôle. Chacune a un rôle, et elle, son rôle, c'est la femme parfaite, dévouée, sacrificielle. Brie va finir par collectionner les amants. D'ailleurs, le sexe, ça devient vraiment un des sujets principaux dans les trames, dans les péripéties de Brie Van de Camp. C'est assez intéressant puisque c'est la pure wasp qui finit par niquer avec le plus de gens, quoi. C'est pas mal comme retournement de situation. Donc Brie découvre l'orgasme avec son mari dans la saison 2. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir l'orgasme, mesdames, mesdemoiselles. Mais elle reste quand même hyper conservatrice. Et quand son fils Andrew lui dit qu'il est homosexuel, sa réaction, c'est pas celle d'une mère ultra ouverte, hein, on peut le dire comme ça. Et puis, ils ont vraiment beaucoup de conflits, hein, tous les deux. Hein. Lui, c'est un petit peu un salopard, quoi. Elle finit quand même par l'abandonner. Enfin, elle finit. On est au milieu de la saison 2 ou saison 3, je sais plus très bien, saison 2, je crois. Elle l'abandonne et ils redeviennent après « Ah, mon fils, maman » et tout. Mais elle abandonne son fils, quoi. Enfin, waouh. Et avec sa fille, c'est pas beaucoup mieux, puisque, encore une fois, pour que les apparences soient bien conservées, sa fille tombe enceinte. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle ne dit pas « Ma chérie, je suis à fond avec toi, quoi qu'en disent les autres ». Elle envoie sa fille dans un couvent et elle met un coussin sous son ventre pendant des mois pour faire croire qu'elle est enceinte. Et comme ça, quand sa fille aura accouché, elle dira « Mais en fait, c'est mon enfant, ha 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 ». Ah, Lynette. Lynette, j'adore Lynette, c'est la meilleure actrice. Lynette Scavo, Felicity Huffman, ma préférée. Lynette, c'est la nana qui avait un super job avec plein de responsabilités. Elle était publicitaire dans une super agence. Elle a tout plaqué pour élever ses enfants. À la fin de la série, elle a 5 enfants. Donc, moi j'ai envie de dire, Lynette, tu sais qu'il y a des choses comme la pilule, un stérilet, une capote qui existe peut-être. Donc on voit bien, encore une fois, juste parenthèse, on voit bien encore une fois que la série, elle n'est pas si progressiste que ça. Hein. Puisque chaque femme, quand elle tombe enceinte, il n'est pas question d'avorter non plus. Bon, passons. Lynette, c'est donc la femme qui a sacrifié une super carrière pour permettre à son mari Tom d'en avoir une de carrière. Tom qui, quand même, rappelons-le, n'est jamais là, toujours en voyage d'affaires, qui est hyper immature. Et qui comprend pas pourquoi est-ce qu'elle est tout le temps débordée. « Oh, mais pourquoi tu râles ?» 5 enfants, pourquoi tu râles ?
Mais pourquoi elle lui a pas coupé les snip? C'est fini comme ça, après il n'y a plus d'enfants, hein, merci bien quoi. Des jumeaux, surtout des jumeaux, vous vous rendez compte? Vous avez 4 enfants, vous avez 3 enfants, 4 enfants et là, pif, des jumeaux. Elle vit comme un traumatisme puisque quand elle est enceinte de jumeaux à la fin, elle en perd un des deux. Donc, traumatisme pour Lynette. Lynette, je l'aimais bien parce que c'était la plus mature, la plus réfléchie de toutes ces housewives. Lynette, c'était quand même la mère qui culpabilise tout le temps d'être une mauvaise mère. Elle a un peu un petit défaut d'autorité sur les enfants, elle crie tout le temps. Donc elle a toujours peur de mal les élever, quoi. Et ça, c'est un truc qui est important, la culpabilité dans cette série. Toutes les mères culpabilisent à fond de ne pas faire ce qu'il faut, quoi. Et c'est intéressant, puisque quand on est maman et qu'on regarde cette série, bah, on ressent un peu la même chose quand on se dit « Ah bah ouais, mais moi aussi, on peut pas tout faire, quoi. » Même si on n'a pas un travail et juste, entre guillemets, juste s'occuper des gamins et des gamines au foyer, on peut pas être parfaite. Et c'est bien, ça déculpabilise finalement les mères qui pensent que oui, c'est possible d'être complètement irréprochable et tout, quoi. Et puis quand même si Tom est un gamin puéril là, j'aimais bien son couple. J'aimais bien leur couple avec Lynette, donc je suis quand même contente qu'à la fin ils aient fini ensemble. Bonus. Vous êtes habitués au bonus, hein, il n'y a jamais juste « Ah, je vais faire 4 personnages, boum, il y en a 5, ah, surprise !» Bonus, puisque c'est pas à proprement parler, une Desperate Housewife, puisqu'elle n'est pas mère au foyer, c'est bien sûr Eddie Williams, qui est la garce de service et qui est une femme qui a un super boulot. Donc elle est agent immobilier dans le coin de Wisteria Lane. Et en fait, elle a eu un enfant, mais elle a choisi de ne pas l'élever. Donc elle vit seule dans sa super baraque avec son super boulot. En revanche, c'est la fausse bonne amie, puisqu'elle n'hésite pas à chauffer ton mec, à chauffer ton ex, à se taper ton ex aussi, hein, ça ne la dérange visiblement pas du tout. C'est la nana hyper prédatrice en fait. On se dit que c'est une femme qui est indépendante, financièrement déjà, et puis parce qu'elle n'est pas mariée et qu'elle n'a pas d'enfant, mais elle a un besoin pathologique de séduire, et finalement, elle ne se sent pas non plus complète sans avoir un homme. Ce personnage joué par Nicolette Sheridan, c'est donc le contrepoint à toutes ces existences de femmes au foyer. Elle se moque d'ailleurs souvent de ses voisines en disant « Mais qu'est-ce que tu as choisi comme vie, quoi? C'est pas une vie, tu pètes un câble avec et une carrière, sois indépendante, etc. » C'est une femme qui n'est pas le stéréotype de la meuf méga gaulée et complètement débile, parce qu'on en voit plein dans la série et les films, là, des nanas, surtout quand elles sont blondes, super sapées, court décolleté en talons. Et c'est des débilos, quoi. Là, c'est pas le cas, c'est une meuf super intelligente, super maligne. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à la fin, méga spoiler, Eddie, elle meurt, mais tellement bêtement. Elle meurt électrocutée en sortant de sa voiture. Je sais que c'était le bordel sur le plateau avec Marc Cherry, mais là, c'est une blague, quoi. Donc, ça fait un peu genre, la morale de l'histoire, c'est que quand tu n'es pas mariée, que tu n'élèves pas tes enfants, que tu es indépendante financièrement et libre sexuellement, tu vas finir électrocutée en sortant de ta caisse. Merci Desperate Housewives. Mes scènes préférées de Desperate, et je les oublierai jamais parce qu'elles m'ont vraiment marquée, il y en a plusieurs. D'abord, il y a cette scène dont j'en parlais plus tôt, où la fille adoptive de Gabi et Carlos leur est enlevée. C'est déchirant, enfin, j'ai des frissons en parlant, c'est un moment mais tellement émouvant. Eva Longoria est extraordinaire. On a vraiment envie d'y aller, de la prendre dans ses bras, c'est super beau. Carlos, do something! No, you can't go! You can't take her! You can't take her! Une autre scène, c'est, alors évidemment il y a toujours des catastrophes incroyables qui arrivent sur Wisteria Lane, là il y a une tornade. Et tout le monde se réfugie dans les caves des voisins, des voisines. Et Lynette, elle n'est pas avec sa famille à ce moment-là. Et donc, elle a son cancer à ce moment-là, Lynette. Et elle sort, donc déjà il lui arrive quand même de la merde, hein, et elle sort de la maison de la voisine pour découvrir qu'il y a c'est un champ de bataille en fait, c'est des ruines partout à cause de la tornade. Et elle pousse un hurlement, mais un truc primal quoi, parce qu'elle se demande où sont ses enfants et son mari. C'est vraiment, écoutez un peu ce cri, c'est waouh, ça vous tord les entrailles.
Encore une scène marquante. Alors oui, c'est pas des scènes de joie qui m'ont marqué clairement. Vous allez voir, on est un petit peu dans le... c'est un petit peu glauque. La scène où Mike se fait tirer dessus alors qu'il est avec Suzanne. Le mec en voiture passe, bam. C'est horrible. Alors c'est poignant parce qu'on sait que leur histoire, elle est pas facile entre Suzanne et Mike. Que Suzanne, elle a galéré pour enfin être avec lui. Et là, c'est une scène où il est dans ses bras et ça saigne. Et voilà, c'est... Je m'en rappellerai toujours. Donc, on le disait que Brie n'est pas la mère si parfaite qu'elle peut sembler. Elle abandonne donc son fils, Andrew. Ça se passe très, très mal entre eux. Lui y est pour beaucoup aussi. C'est vraiment la guerre. C'est genre, on compte les points. Et lui, il va finir par coucher avec son parrain juste pour énerver sa mère. Parce que quand elle les découvre au lit, il a un petit sourire comme ça, genre « j'ai gagné ». Et elle l'abandonne à une station-service. Et c'est horrible, une mère qui abandonne son fils, quoi. Et c'est pas par gaieté de cœur, c'est parce qu'elle se dit « mais il n'y a aucun moyen qu'on règle le problème ». Mais c'est affreux. Son fils, je veux dire, il va faire quoi? Donc c'est vraiment... C'est pareil, c'est déchirant de la voir s'éloigner. Elle le voit dans le rétro, on sent qu'il y a un soulagement, mais qu'il y a un truc atroce. Une mère qui abandonne sa propre chair, c'est le pire truc, quoi. Et c'est beau pour que Brie, la mère parfaite, fasse un truc aussi énorme qu'abandonner son propre enfant. Je le disais, Tom et Lynette, c'est mon couple préféré. Ils vivent plein d'épreuves ensemble. 5 enfants, c'est compliqué, elle a un cancer. À un moment, elle va reprendre un boulot, puis elle va se rendre compte que en fait, c'est compliqué, donc elle va revenir quitter son boulot pour s'occuper de ses enfants, être près de son mari, etc. Au bout d'un moment, elle lui dit qu'en fait, il n'y a plus ce truc entre eux, quoi, ça marche plus. Donc ils vont se séparer, ils divorcent pas encore. Et alors je sais, dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez, je crois qu'elle est avec quelqu'un ou qu'il la voit avec quelqu'un. Et il lui dit, c'est bon, je vais signer les papiers. Et là, il y a cette scène superbe, qui fait très Dawson, je trouve. Cette scène superbe où il lui dit, je sais que toi t'as pris, voilà, toi c'est bon, c'est derrière toi, tu m'aimes plus, c'est fini. Mais moi, c'est toi, quoi. T'es la femme de ma vie. Et là, frisson. Elle lui fait une déclaration où elle fait « you ». You, you, You. et elle lui fait un truc de... Mais si vous voulez qu'une femme ou qu'un homme tombe amoureux de vous, ou se marie, ou reste à vie avec vous, mais faites-lui une déclaration pareille, quoi. Je sais pas, copier, je prenais des notes. C'est superbe. Et on voit que c'est vraiment un couple qui était fait pour être ensemble malgré les épreuves, malgré le fait que c'est compliqué de tout gérer à la maison. Cette déclaration qu'elle lui fait, et du coup c'est intéressant parce que c'est elle qui lui fait une déclaration. On a l'habitude souvent de voir des hommes faire des déclarations à des femmes. Dans toutes les comédies romantiques, c'est les hommes qui font des déclarations à des femmes, dans beaucoup de comédies romantiques. Et là, on inverse les rôles. You. Comme quoi la série inverse souvent les rôles et les hommes ont du pouvoir parce qu'ils ont un boulot et de la thune, mais les femmes ont un autre genre de pouvoir. Pour les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées qui nous rejoignent aujourd'hui ou depuis Charmed par exemple, puisque vous avez été nombreux et nombreuses à nous rejoindre, merci beaucoup. À la fin de chaque Pourquoi c'est culte, on fait un classement, on a un classement, un top 10 qui évolue et dans lequel on va mettre tous les Pourquoi c'est culte qu'on fait. Ce classement est... Attention. Simpson, pour l'instant, c'est le classement provisoire. Provisoire. Simpson, The X-Files, The Wire, Friends, Buffy, Lost, Malcolm, Charmed, Stargate, Le Prince de Bel-Air. Aujourd'hui, nous avons fait Desperate Housewives. Eh bien, je vais virer Stargate et mettre Desperate Housewives à la place. Donc, je vais faire Simpson, X-Files, The Wire, Friends, Buffy, Lost, Malcolm, Charmed, Desperate Housewives, Le Prince de Bel-Air. Alors, tristesse, désolée pour les fans de Stargate. Mais les Goa'uld ont encore une fois perdu face aux femmes au foyer.
J'espère que cet épisode de Pourquoi c'est culte vous aura plu. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez me dire votre perso préféré c'était qui, vos scènes préférées c'était quoi, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Ça s'écharpe dans les commentaires, mais toujours avec respect et bonne enfantitude. Soyez sympa, merci. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, @lesfanatiques. Ça nous ferait plaisir, ça nous fait toujours plaisir. Et puis à la prochaine.